Bonjour. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus sur le 106,6 MHz. C'est l'émission Derrière la vitrine qui commence, l'émission des intersyndicales, des syndicats d'étudiants et de personnel de l'Université de Lille 1, syndicats étudiants UNEF et Sud étudiants et syndicats de personnel CGT et FSU. Derrière la vitrine, une toute nouvelle émission sur les ondes de Radio Campus, puisque c'est notre deuxième numéro seulement. Nous avons commencé la semaine dernière à l'occasion de la grande journée interprofessionnelle du 8 octobre et nous continuons donc ce deuxième numéro de Derrière la vitrine, rappelons-le. Nous avons intitulé cette émission Derrière la vitrine pour dénoncer que derrière les magnifiques vitrines que nous pondent les grands communicants autour des grandes universités de demain, malheureusement l'arrière-boutique pour les personnels ou pour les étudiants est beaucoup moins reluisante. Au programme de cette émission, nous traiterons d'abord de l'actualité sociale et en particulier d'une certaine chemise à peine déchirée, où il y a quelques boutons qui ont sauté et ça en fait tout un foin. Donc nous reviendrons sur ce thème de la violence sociale d'abord et simplement ce qu'est et ce qu'implique la lutte syndicale depuis toujours, qui nécessite effectivement, qui se fait avec des hommes et des femmes en chair, en os, qui se rassemblent et qui luttent pour défendre leur droit à la dignité et à la justice. Donc ça sera un peu le premier thème de l'émission, et en un second thème nous évoquerons les grands projets d'excellence, d'initiatives d'excellence pour la très grande université de Lille et alentour, puisque c'est un sujet d'actualité comme nous le détaillerons après coup. Donc pour commencer sur ce premier thème de cette violence, on va lancer d'abord un petit tour de table et puis après chacun dira ce qu'il pense de cette actualité sociale assez chaude. Autour de la table, allons-y. Yvain, de Sud étudiant. Tristan, de Sud étudiant. Et Maël, de l'UNEF. Et Tristan, de Sud étudiant. Et Benoît, de la CGT. Magnifique, comme vous le voyez, un studio bien occupé, qui promet une émission à plusieurs voix, et c'est tant mieux. Alors, un DRH qui perd la chemise, d'abord il faut souligner qu'il n'a pas perdu le pantalon, c'est déjà heureux finalement. La morale est sauve, parce qu'on aurait pu s'attendre. Voilà, il a manifestement été, comment on peut dire, bousculé un peu, c'est ça, voilà. Par contre, ceux qui ont été bousculés violemment, c'est les 5 camarades syndiqués de la CGT qui, eux, ont été alpagués au petit matin, interpellés à 6h du matin devant leur famille avec fouilles, etc., qui ont passé 24 heures en garde à vue, me semble-t-il, en tout cas la nuit, et qui sont convoqués au tribunal pour un juste châtiment pour leur petite bousculade le 2 décembre, qui appellera d'ailleurs certainement à des rassemblements ce jour-là. Donc ça, oui, la violence, on la constate. Quant à la violence sociale, ma foi, à Air France, c'est 2000 suppressions de postes. Il y a d'autres plans, semble-t-il, dans les tiroirs. Et surtout, ce plan social vient après plusieurs années de serrage de ceinture de tous les travailleurs d'Air France qui ont été contraints de voir leur salaire gelé, justement, pour permettre à Air France, de garantir à ses actionnaires la marge nécessaire. Je lance le débat. Quelques réactions ? Moi ce que j'aurais aimé dire, c'est que effectivement ces 2900 suppressions de postes, ça suit quand même plus de 5000 postes supprimés déjà entre 2011 et 2013, ce qui faisait 10% du personnel à peu près. Et l'argument à l'époque, c'était que ça allait redresser la barre. Et donc en 2012, à son arrivée, Michel Sapin, ministre du Travail, souhaitait un retour à l'équilibre financier. Donc c'est tellement efficace qu'on a un nouveau plan social 3 ans après. Merci beaucoup. Moi, ça me rappelle un peu l'histoire de, je sais plus il y a combien de temps, de Xavier Mathieu à Continental, la réaction médiatique. Vous regrettez ces violences quand ils s'étaient énervés et qu'ils avaient pété plusieurs ordinateurs à la suite du plan de licenciement de Goodyear. Enfin, c'est la violence, c'est une violence de classe. Moi, je pense qu'il faut arrêter de condamner des violences de travailleurs qui vont perdre leur emploi. La violence de plusieurs milliers d'emplois qui sont supprimés, c'est rien par rapport à quelque chose pété, ou un directeur bousculé, un DRH bousculé, c'est ce que je pense, en tout cas.
Et c'est d'autant plus que la continuité de cette violence, c'est un peu le traitement médiatique qui en a découlé en fait. À chaque fois, sur tous les plateaux, sur toutes les radios, sur toutes les télés, on a eu monsieur machin truc, condamnez-vous ces violences. Alors quand on invite François Hollande, Michel Sapin, on ne lui demande pas condamnez-vous la violence de ces 5000 postes supprimés dans les années à venir, parce que forcément ça l'arrange un petit peu quoi. Voilà, je pense si je peux me permettre, on est un peu dans une situation de poids, ouais. On est un peu dans une situation vis-à-vis du traitement médiatique de poids, de mesure, où d'un côté on a la violence qui est très visible. Alors il y a la citation de Jaurès que j'ai pas sous les yeux mais qui a beaucoup tourné notamment sur les réseaux sociaux dernièrement, où il parle de la violence feutrée qui se déroule dans les conseils d'administration. Là de fait lors du CE d'Air France on a eu une tentative de faire passer la violence de manière feutrée avec une direction d'Air France qui ne s'attendait pas du tout à avoir une manifestation de la part des syndicats de travailleurs de cette ampleur, et de l'autre côté 1000 à 2000, si je dis pas de bêtises, salariés d'Air France qui se mobilisent et qui effectivement sont aussi violents, mais voilà, après je pense que mettre dans la balance 2 chemises et 2900 postes et 5 interpellations au petit matin, ce qui est quand même à la violence sociale on ajoute la violence d'État, c'est quelque chose qu'on peut pas faire, on peut pas être ces deux violences sur le même plan quoi. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, c'est un peu triste. Après tout, c'est quand même l'occasion, justement, en donnant la parole aux travailleurs et aux étudiants et à leurs organisations, c'est heureux qu'on soit tous d'accord sur ce point-là. Ça change de l'unanimisme de l'autre côté qu'on a entendu, dont on nous rabat les oreilles depuis plusieurs jours, en expliquant que c'est quand même scandaleux, c'est honteux, le Figaro s'est déchaîné. J'ai eu l'occasion de feuilleter quelques pages sur leur magazine. Je ne l'ai pas acheté, je le précise. Et c'est un véritable, c'est ça, un véritable déchaînement, comme ils savent le faire. Ça m'a rappelé, parce que là il y a quelques étudiants, je suis plus tout jeune moi-même, donc j'étais dans la rue il y a fort longtemps, en 86, et il y avait eu un déchaînement de violence de la part d'un certain Louis, je ne sais plus comment, qui écrivait dans le Figaro magazine et qui avait parlé de sida mental à l'endroit de ces jeunes de 86 qui se battaient contre la loi de Vaquet, et qui sera d'ailleurs, je pense, une actualité universitaire dont nous aurons l'occasion de revenir, puisque la loi de Vaquet, je pense, ou une nouvelle forme de sélection avant l'université commence à poindre à nouveau, mais nous en reparlerons, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être une pause musicale avant de revenir justement sur, on a parlé de citations, de lire quelques textes. Il se trouve que l'affaire SUP-CGT, qui est donc la CGT des universités, des personnels des universités, a sorti une expression sur cette question de la chemise hier. Donc on en lira quelques extraits, et la citation de Jaurès méritera d'être lue abondamment. Et donc une petite pause musicale pour rappeler également d'ailleurs que, semble-t-il, il y a eu des promotions sur les chemises, non pas encore. Non, une petite pause musicale sur ce thème, un fédérateur de la chemise. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient les petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Promets-moi que tu m'aimeras encore à l'heure de se coucher, quand la peinture aura coulé, quand la chemise sera dégrafée. Il était fort bien vêtu, son habit doublé de frise, et quand il était tout nu, il n'avait point de chemise.
on est de retour, et donc un peu juste, mais on avait quelques textes à vous lire. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui veut prendre la parole? Jean-Marc. Non, juste pour... ça n'est pas pour citer le tract de l'affaire Sup qui fait 2 pages et qui est toujours un peu long, qui cite... c'est normal, c'est un tract, donc il faut s'exprimer dans la longueur, il faut prendre le temps. Nous ne sommes pas... nous, syndicats, il faut gagner la bataille du temps et donc prendre le temps de dire les choses et de les lire. Ce tract, il commence par une assez jolie citation de Bertolt Brecht qui rappelle, on parle toujours de la violence du fleuve, jamais de celle des berges qui l'enserrent. Et nous sommes justement sur cet aspect-là. Le tract rappelle les faits et également souligne l'imminence d'un second plan social qui parle de jusqu'à 8000 salariés qui seraient licenciés d'Air France à partir de 2017. Mais surtout, il rappelle un peu et quelques points de l'histoire sociale de notre pays ou de l'histoire sociale internationale et de la violence dont ont été victimes les travailleurs à chaque fois qu'ils ont essayé de se rassembler et qu'ils se sont battus pour gagner des avancées. Et rappelons également d'ailleurs que les avancées sur lesquelles nous vivons aujourd'hui ont toujours été arrachées par nos anciens après des luttes intenses. Rien ne nous a jamais été donné par le patronat et par les propriétaires. Ça a toujours été arraché par les travailleurs à l'issue de luttes qui ne se sont pas faites dans la dentelle. De fait, précisons-le, le monde du travail, on l'a rappelé, est malheureusement souvent violent. Il l'est, pourrait-on dire de plus en plus, peut-être aujourd'hui, c'est une autre violence, une violence psychologique, des épuisements au travail, des suicides au travail. On a connu les suicides avec les anciens de France Télécom. À l'université, ça existe aussi. Donc tout cela, cette violence sociale ne doit jamais être perdue de vue. Et par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est la violence dont ont été victimes nos anciens. On peut citer par exemple les journées de juin 1848, qui ont été à l'origine de la Deuxième République. Évidemment, la semaine sanglante de la Commune de Paris, 30 000 morts, rappelons-le quand même, parce que les travailleurs s'étaient soulevés pour décréter la République sociale. Il y a eu évidemment les 11 de Chicago, donc des travailleurs de Chicago qui en 1886, à l'occasion d'une manifestation, il y a une bombe qui avait explosé, dont on n'a jamais su qui l'avait lancée. Les travailleurs ont été accusés, les syndicalistes ont été accusés de l'avoir lancé, ils ont été pendus pour cela. Et rappelons que cet événement historique qui est à l'origine du 1er mai. 1er mai qui, dans la région, a été ensanglanté dès 1891, dès le deuxième 1er mai à Fourmies, où la troupe a tiré sur les travailleurs et les enfants qui manifestaient à l'occasion du 1er mai. Et là, sans violence, pour le coup, sans aucune violence, c'est eux qui ont été victimes de la violence. Je pense que la plus jeune victime avait 6 mois, c'était un bébé. C'est un drame tout à fait ignoble. Et évidemment, le plus récent, on peut parler de ce qui a touché la région également en 1848, avec la répression de Jules Mock, ministre socialiste de l'Intérieur, qui a envoyé les CRS et les blindés, avec l'autorisation de tirer sur les grévistes mineurs de la région. Et rappelons que des milliers de mineurs ont été radiés et ensuite ont passé une vie de misère, parce que à l'issue de cette lutte de 1848, ils avaient été licenciés sans retour des mines. Voilà 1948, pardon, je parle de 1948, oui, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. À la catastrophe de Courrières en 1906. Avec les morts dans les mines à Courrières, c'est ça? Ouais. Et 1 millier de morts quand une mine s'est effondrée. Le patronat avait refusé à cette époque-là de continuer les fouilles parce que ça coûtait trop cher, en fait. Et alors tout le pays minier s'est embrasé de cette révolte-là, et ça a été dûment réprivé par le gouvernement radical de Clémenceau à l'époque. Et juste pour conclure ce tract, il cite une jolie citation de Victor Hugo, qui est quand même une source pour la lutte des travailleurs depuis fort longtemps. Le droit a sa colère, et la colère du droit est un élément du progrès. Ne l'oublions pas, c'est le grand Victor qui l'a dit. Et pour conclure, je conclurai par la citation d'un des camarades de la CGT, de la FERCSUP CGT. La CGT FERCSUP apporte donc son plein soutien et sa solidarité sans réserve aux salariés d'Air France en lutte pour le maintien de l'emploi et du savoir-faire d'Air France, ainsi que pour le développement de leur entreprise. Et il y a un petit dessin à côté qui dit « Marre de payer pour les conneries de nos patrons ». Voilà, c'est notre syndicat qui édite ça. Vous le trouverez en in extenso sur le site de la FERCSUP CGT. Voilà. Également, on a retrouvé la fameuse citation de Jean Jaurès dont parlait Maël tout à l'heure, qui a lieu en 1906 également. J'ai lu en entier. Alors pour le coup, ça peut être intéressant en effet. À vraiment mettre en parallèle, on dirait qu'elle a été un peu écrite pour ce qui s'est passé il y a une semaine en fait. Je cite:
Le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers, ils décident que les ouvriers qui continueront la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connus des autres patrons à l'universel vindicte patronal. Cela ne fait pas de bruit, c'est le travail meurtrier de la machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant. La machine ne grince même pas et c'est en silence qu'elle le broie. Ainsi, tandis que l'acte de violence de l'ouvrier apparaît toujours, est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s'évanouit dans une sorte d'obscurité. Voilà. Alors c'est assez édifiant. Jean Jaurès, c'est ça? Bon, rappelons la source, le grand Jaurès, comme certains l'ont appelé dans certaines biographies. Je voulais juste préciser que j'ai entendu récemment une comparaison entre Jaurès et notre ministre de l'économie, là, j'ai oublié son nom. Là. Macron. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que de son temps, Jaurès incarnait l'aile réformiste, entre d'énormes guillemets, du Parti socialiste nouveau qu'il avait aidé à unifier en 1905, je crois, c'est ça, en créant la SFIO. Et donc, parce qu'il s'opposait dans des luttes fraternelles, avec en particulier Jules Guesde du Nord, hein, qui était un député marxiste du Nord, et qui était sur une lecture un peu plus, révolutionnaire, je ne sais pas, les deux étaient révolutionnaires, mais en tout cas, qui pensait plus à la révolte comme outil de changement profond, alors que Jaurès, lui, pensait plus à l'élection et à l'évolution sociale dans le cadre de la République et de ses institutions. Donc c'est pour rappeler quand même que de faire des comparaisons pareilles, c'est quand même extrêmement, totalement hors de propos. Jaurès a été un militant exemplaire, et sur cet écrit, rappelons-le, qui visait en particulier Clémenceau, qui était en 1906 ministre de l'Intérieur, et Clémenceau qui est la référence de notre grand Premier ministre Manuel Valls. Plutôt que de s'en référencer à Jaurès, il se référence à Clémenceau pour un socialiste. Bon, enfin, au moins c'est plus honnête vu ses positions, et ça évite de torchonner la mémoire de Jaurès. Ce que montre aussi la citation, et je trouve ça assez bien dit, c'est que la violence du patronat, elle ne se fait pas seulement par le plan social. Ce plan social, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, tu disais tout à l'heure. C'est la souffrance au travail, c'est refuser les augmentations de salaire, c'est une violence permanente et une violence qui ne fait absolument l'objet d'aucune expression médiatique, comme le disait Yvain tout à l'heure. Dans les médias, on ne parle pas de cette violence, et on nous en parle seulement. Il faut attendre, c'est dramatique, mais il faut attendre qu'il y ait des suicides à France Télécom. Et encore, combien de suicides a-t-on attendu avant de dire que c'était des suicides du fait de souffrance au travail? C'est horrible. On va peut-être faire une interlude musicale avec Alien de Milk Coffee Sugar, un groupe de rap français, sur la violence du marché du travail, justement. Ça. Voilà pour Alien. Et donc on voulait rappeler quand même l'importance face à la répression, cette répression syndicale, cette violence sociale. On voulait rappeler l'importance de s'organiser collectivement, d'être ensemble dans des syndicats, et voilà. Quelqu'un veut reprendre? Notamment, moi je pense que c'est important de revenir sur une chose. Alors Jean-Marc nous a cité beaucoup de faits historiques de répression qui étaient relativement anciens. Moi je voulais revenir sur le fait que la répression policière, elle continue de blesser, elle continue de tuer. Je pense notamment qu'il y a l'exemple un peu récent, c'est Rémi Fraisse. On a parlé tout à l'heure du mouvement de Baquet, contre la loi de Baquet, où là la police de Pasqua a aussi assassiné un étudiant, Malikou Sekine, qui est voilà, donc il faut aussi avoir conscience, je pense, que la répression elle continue. Alors certes, elle brise des vies dans l'absolu en licenciant, en brisant psychologiquement les travailleurs, en les mutilant, puisque de fait les accidents du travail c'est toujours une réalité, hein. C'est pas quelque chose qui se passait il y a 100 ans dans les mines où quand il y avait des coups de grisou. C'est aujourd'hui tous les jours il y a des travailleurs qui continuent de se blesser, de se mutiler, de se tuer au travail.
Et donc effectivement, face à ça, il y a toujours besoin d'organisation syndicale. Alors on essaye de nous faire passer la pilule à chaque fois en nous disant que le syndicalisme, il est en train de mourir, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, pas plus que jamais, mais autant qu'il y a un siècle, l'organisation collective des travailleurs qui permet de répondre un peu à la violence de l'État et du patronat, elle est toujours utile, quoi. Oui, tu parlais des accidents de travail, ça revient encore à l'actualité, puisqu'on veut aujourd'hui, le gouvernement souhaite réduire le code du travail. Réduire le code du travail, c'est enlever des droits aux travailleurs, et c'est le seul but, c'est d'enlever des droits et de déséquilibrer encore un peu la balance en défaveur des travailleurs. Je me permettrai d'ajouter rapidement quelque chose sur cette question-là, en tout cas de la santé au travail, ou au contraire de la dégradation de la santé, des accidents de travail et des maladies professionnelles. Rappelons qu'il y a une loi assez perfide qui est passée cet été, comme souvent les lois perfides, c'est la loi Rebsamen, qui permet de fusionner le CHSCT, donc le comité hygiène, sécurité, conditions de travail, et le comité d'entreprise, alors même que le CHSCT, qui est une instance qui date d'une ancienne époque de la gauche, ça date de 82-83, est un des outils qui s'est avéré les plus efficaces pour les travailleurs, pour essayer d'avancer concrètement au quotidien pour l'amélioration des conditions de sécurité et de travail. Voilà. Et donc ce gouvernement, en s'attaquant à ce CHSCT qui a permis donc ça fait 40 ans maintenant, enfin 30 ans, plus de 35 ans qu'il existe. Les syndicats s'en sont saisis, ont appris à utiliser pleinement les prérogatives de cette instance, justement pour avancer. Et c'est justement parce qu'il s'est avéré efficace que le gouvernement essaie de commencer à couper les ailes de ce CHSCT. On peut parler qu'en particulier à l'université, c'est une instance qui a été étendue et qui n'est apparue dans sa plénitude finalement que très récemment, parce qu'on était dans le public. C'est une loi de 2011 et mise en place en 2013 qui a permis au CHSCT de voir le jour. Et du coup, nous aussi, dans nos établissements, nous sommes en train d'essayer d'apprendre à nous en servir plus efficacement pour contrer nos employeurs, afin de leur rappeler qu'ils ont une obligation de résultat en termes de santé des travailleurs, même s'ils l'oublient très souvent. Voilà, c'est un petit point assez important sur ces questions-là. Et donc, même si le CHSCT reste une instance de l'université, il faut inciter les travailleurs de l'université à s'en servir, à faire appel à lui, parce que il n'y a que comme ça qu'il y aura des améliorations des conditions de travail. Ici, en l'occurrence ici sur l'université, mais partout, quoi. Si je peux me permettre, les travailleurs en formation, puisque de fait les conditions de travail des personnels, c'est aussi les conditions de travail des étudiants, et notamment je pense à l'état de certaines salles de TP à Lille 1 qui sont quand même plutôt inquiétants, avec notamment quand on a des enseignants qui avant leur TP expliquent aux étudiants qu'ils doivent vraiment bien respecter les consignes, notamment en électricité, de branchement, etc., parce que les plombs ne peuvent pas sauter tout simplement parce que les branchements sont en trop mauvais état. On a quand même une situation qui met à la fois les travailleurs, mais aussi les travailleurs en formation, donc les étudiants, en danger. Et donc effectivement, c'est un outil qui est extrêmement important, et pas uniquement pour les salariés. Ouais, je rajoute aussi là-dessus, en fait, il y a aussi un grand problème de gestion des salles cette année à Lille 1. Et il y a par exemple c'est L2 de bio qui m'avait dit qu'il y avait des salles où ils étaient censés être 50, mais en fait finalement il n'y avait que 35 places, donc du coup on est sur une quinzaine d'étudiants qui sont refusés en salle parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc du coup je trouve c'est un petit peu scandaleux. Et d'ailleurs nous en début d'année il y a eu énormément de problèmes d'emploi du temps à cause de la gestion du service de gestion des salles qui a galéré. Je sais pas trop si c'est lié à l'austérité, mais bon, c'est quand même. Il y a de fortes chances. Voilà, il y a de fortes chances. Parce qu'un vrai service de gestion des salles, c'est quand même un minimum dans une université publique. Enfin, je trouve en tout cas. Dans une université privée par ailleurs. Oui. Mais l'université privée, elle peut vendre ce service plus cher aux étudiants. Du coup, le fait d'avoir une place assise en TD, ça peut se relayer. L'université privée, c'est de l'observer, exactement. Il y a des instituts privés, pas d'université privée. Oui, c'est tout à fait, exactement.
On va peut-être mettre une petite pause musicale alors justement aussi sur les conditions de travail dans une entreprise de Yves Jamais. Il y en a qui. Voilà, du coup c'était Y en a qui de Yves Jamais. Bon, maintenant comme annoncé, on va passer à la seconde partie de l'émission et toucher à des thématiques qui sont encore plus qui nous concernent encore plus directement sur l'université, notamment un truc génial qui s'appelle l'initiative d'excellence que vous pourrez condenser, ça fait IDEX en fait. Et demain, il se trouve que les 3 conseils d'administration de nos géniales universités lilloises qui vont bientôt fusionner dans les années à venir se réunissent pour en parler demain à midi. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiative d'excellence ? On en a un peu parlé la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter le podcast sur Radio Campus. Et aussi sur YouTube. Il est aussi sur YouTube, donc on l'a mis sur YouTube. Voilà. Du coup, vas-y, explique un peu. Cette histoire expliquée. Alors, juste une précision, du coup, comme on l'a pas précisé depuis le début de l'émission, mais nous sommes en différé, et du coup le demain c'est aujourd'hui. Exact. Et c'est aujourd'hui à 14h. Donc en fait, vous comprenez pourquoi nous sommes en différé, parce qu'en fait, nous y sommes pas non pas pour parler avec ceux dans cette salle feutrée de Polytech Lille qui, autour d'un tapis vert, comme disait Jaurès, débattent de la non-augmentation de nos salaires ou de la dégradation de nos conditions de travail. Non, mais par contre, nous y sommes pour nous rassembler devant, pour exprimer notre position à la soumission à l'IDEX qu'on nous impose, c'est-à-dire... Alors l'IDEX, pour faire simple, on l'a un peu rappelé la semaine dernière, mais l'IDEX, pour faire simple, c'est une manne financière. C'est une manne financière qui est dirigée vers les universités. Donc on pourrait dire c'est génial. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit, c'est génial, on va avoir de l'argent, enfin. Et la différence, c'est que non seulement ce n'est pas un argent qui est fléché selon les besoins des universités, c'est-à-dire que pour avoir cet argent, c'est comme si on passait un concours. Donc on passe devant un grand jury international, on doit faire un très beau dossier en anglais pour montrer que nous sommes excellents. Et nous sommes excellents selon des critères bien précis, hein, des critères qui ne sont pas ceux de la réussite des étudiants, qui ne sont pas ceux des bonnes conditions de travail des personnels, je vous rassure. Hein. Ni ceux du niveau de sécurité des bâtiments. Voilà. Et cette manne financière, elle va être destinée à des projets précis. Alors on en connaît quelques-uns, mais on nous promet quelques petits fléchages vers la vie étudiante, un peu vers les personnels, mais ce n'est pas cet argent qui va pouvoir créer des postes de fonctionnaires. Au mieux créera-t-il des postes de précaires dans les laboratoires qui auront... Ouais, c'est des bouts de ficelle, quoi, c'est du scotch. Dans les laboratoires excellents. Dans les laboratoires excellents, au mieux ça créera des... Non, ça peut créer dans les laboratoires excellents, ça va créer des postes de précaires, en veux-tu, en voilà, des postes magnifiques. Des précaires excellents par contre. Des précaires excellents d'ailleurs. Et nous serons excellents et nous souffrirons au travail, mais de manière excellente. Et voilà, et donc ça ne va pas améliorer la situation à l'université, ça ne va pas répondre aux problèmes de l'université, ça va simplement ajouter de l'argent finalement là où, alors déjà là où entre guillemets il y en a déjà, supposer qu'il y a des endroits où il y en ait plus que d'autres, mais aussi pas forcément là où il y a des besoins réels en termes de conditions de travail notamment, des personnels et des étudiants. Pour compléter, en effet, je pense que la précision la présentation que tu viens d'en faire est assez exhaustive. Quelques points de précision. Rappelons que pour ce dossier en anglais, tu fais bien de le préciser, puisque comme tous ces dossiers d'excellence, nous sommes en France, mais il faut dorénavant tout faire en anglais. Rappelons d'ailleurs qu'il y a dorénavant des formations qui sont faites entièrement et exclusivement en anglais, y compris dans cette belle université de Lille 1. Donc là, c'est vraiment la langue dominante comme outil d'oppression, mais généralisé. Que ce beau dossier a été rédigé par, ou en tout cas, comment dire, je ne vais pas dire une boîte de pub parce que ça serait presque un cabinet d'experts, un cabinet d'experts, ça s'appelle. Voilà, je cherchais le nom. Un cabinet d'experts. C'est un cabinet d'experts qui a été chargé de mettre en page, mettre en forme ce magnifique dossier pour une somme qui tourne autour de 200 000 euros. On n'a jamais eu le montant exact, mais eux, ils sont sûrs d'avoir touché le jackpot. Hein, c'est pas puisque 200 000 euros pour monter ce dossier IDEX, rappelons-le, ça fait partie aussi du jeu dorénavant de toutes ces courses à l'échalote géantes, plus que son étude.
Précisons que le financement de cet IDEX est lui aussi à tomber par terre. On l'a évoqué un petit peu la semaine dernière derrière la vitrine, mais on peut y revenir aujourd'hui puisqu'il s'agit d'emprunter de l'argent sur les bourses pour le replacer sur les marchés ou l'inverse. Mais c'est exactement ça qui se passe. L'argent a été emprunté par l'État français et au lieu de le donner directement, quitte à faire aux universités pour qu'elles construisent, qu'elles payent les travailleurs, non, ils vont le replacer en bourse. Donc la banque touche à l'entrée et à la sortie, si je puis dire. Et ce sont les intérêts seulement de cette somme placée en bourse qui servira indirectement à financer le pataquès de l'IDEX. Pour donner, il est évalué entre 10 et 15 millions par an, le montant de l'IDEX. Pour donner une idée, le budget consolidé de l'île 1, c'est 280 millions d'euros par an. Donc pour l'ensemble des universités, on n'est pas loin de demi-milliard, donc ça sera 15 millions sur 500 millions. Donc de toute façon, c'est pas une somme colossale, mais c'est vrai qu'elle sera extrêmement fléchée sur l'excellence et donc sur des appels à projets, des labos excellents, des chercheurs excellents, et seuls les 10 excellents auront le droit d'avoir un petit peu d'argent sur ce point-là. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir avant de laisser la parole, c'était surtout, et c'est aussi là le fruit de la colère qui s'exprime aujourd'hui devant ce rassemblement des 3 CA, c'est les conditions imposées aux travailleurs et également aux étudiants pour obtenir cette IDEX ou au titre de cette IDEX, puisqu'il faut souffrir, mais souffrir en silence dorénavant, parce que vous imaginez s'il pouvait arriver aux oreilles du jury international qu'il y a des personnels ou des étudiants qui, à la grande université de Lille, ne seraient pas tout à fait contents, alors peut-être que le dossier IDEX serait entaché par ces révoltes populaires. Donc surtout, il faut se taire et souffrir réellement, puisqu'il faut que les comptes soient équilibrés aussi, et comme les comptes de l'Université de Lille 1 en 2013 avaient un trou de 3 millions d'euros, il faut absolument qu'il n'y ait pas de trou en 2014, pardon, c'était en 2014 qu'il y avait un trou de 3 millions, on est en 2015, je me mélange, mais bref, il ne faut plus qu'il y ait de trou, donc résultat, on gèle la moitié des postes en 2016, on supprime 50 postes à Lille 1 pour s'assurer que les comptes de Lille 1 seront absolument parfaits, bien propres, bien nets, pour que le jury international de l'IDEX ne s'en émeuve pas. Voilà, et donc c'est ces conditions de plus en plus insupportables imposées à tous au titre de l'IDEX qui ont fait déborder le vase, si je puis dire. Voilà, donc le rassemblement, c'est pour ne pas rester derrière la vitrine. Alors moi personnellement je serais autour du tapis vert, pas que je sois président de l'université, mais en tant qu'élu dans un des 3 CA. Non, c'était juste pour moi. Pour préciser encore une chose, c'est que on a un fléchage de l'argent qui, comme on le disait plus tôt, est très axé vers les laboratoires d'excellence, etc. On nous a promis un fléchage vers la vie étudiante à hauteur de, je crois, 40%. Alors après, comme d'habitude dans ce genre de cadre universitaire, la vie étudiante, on ne sait jamais ce que c'est, si c'est des financements pour les soirées étudiantes d'associations représentatives un peu dociles, ou si c'est de l'argent pour la réussite de tous. Malheureusement, on en parlait en off tout à l'heure avec Tristan, qui rappelait que un doctorant c'est aussi un étudiant, et donc si cet argent est fléché vers la réussite, malheureusement ce sera d'après l'expérience qu'on peut avoir des IDEX précédents sur d'autres universités, ce ne sera pas fléché vers le premier cycle, ce sera fléché plutôt vers la recherche, vers les étudiants-chercheurs, sachant que de fait l'échec à l'université il n'a pas lieu en deuxième année de doctorat, même si il a aussi lieu en deuxième année de doctorat, rassure-toi. Mais globalement il n'a pas lieu, en deuxième année de doctorat il n'y a pas 50% d'échecs ou 75%. Il n'y a plus beaucoup de doctorants, donc je pense qu'il en reste. Il a lieu globalement plutôt en licence, c'est là que le gros écrémage se fait pour que plus tard on puisse avoir des doctorants. Et la deuxième chose, c'est que de fait ce projet IDEX, on le rappelait, mais je pense qu'il faut être clair, c'est un projet qui nous met en concurrence avec d'autres universités, notamment je crois qu'il y a Grenoble, Côte d'Azur, ouais. Et Lyon. Et donc c'est un peu c'est les méchants. C'est les méchants, hein. Ah oui. C'est un peu la grande bagarre pour savoir qui aura l'argent, et c'est aussi une logique qui est complètement délétère, quoi. C'est qu'on met en concurrence des services publics pour qu'elles offrent. C'est une logique qui est assez étrange, quoi.
on n'imagine pas par exemple des commissariats ou des hôpitaux ou des casernes de pompiers obligés de se battre entre elles, d'avoir des projets qui du coup sont secrets, sont tenus secrets vis-à-vis des membres des conseils d'administration, parce que de fait il peut pas y avoir de fuite et qu'on ne fait pas confiance notamment que ce soit aux élus, aux étudiants ou au personnel pour garder les précieux secrets des directions d'établissement, et où du coup on a un débat qui est complètement opaque et complètement antidémocratique. Voilà. Désolé, stop. Et donc, pour revenir sur ce que disait Jean-Marc, sur les conditions de travail, donc en échange de ces quelques deniers, les conditions de travail vont être dégradées pour les personnels, et donc en échange, non seulement on gèle des postes, donc 50 postes sur l'université l'année prochaine, et donc ça représente quand même 4 jours de travail par personnel, et en plus il faut accepter la fusion des universités qui, elle, pour les personnels et pour les étudiants, engendre des risques de délocalisation pour les emplois ou pour certaines filières sur d'autres campus en fait. Et dégradation du service aussi. Dégradation du service pour les étudiants, des services aux étudiants, services handicap qui vont être fusionnés. Ça, on l'avait abordé un peu là. Ouais, on avait évoqué la semaine dernière. Oui. Pour revenir en effet sur cette question de la fusion des universités, parce que là, l'IDEX, il faut absolument aller pour, donc les 3 conseils doivent voter absolument, on nous garantit que tout va être merveilleux. La fusion, on n'a absolument aucune info détaillée sur les conditions de cette fusion des 3 établissements. En effet, il y aura des services qui vont se centraliser, donc quid de la proximité pour des services qui peuvent être des services aux étudiants ou des services au personnel. Est-ce qu'il faudra aller à chaque fois à Lille-Centre pour aller rencontrer le service du personnel de la grande université ou la très grande université de Lille, par exemple, des questions toutes simples. On sait manifestement il y aura au moins 300 mobilités forcées. Alors ça s'appelle pas mobilité forcée, hein, et puis de toute façon il y aura toutes les cellules d'urgence, nous rassure-t-on, pour accompagner les malheureux à qui on va dire de toute façon, qui vont dire faut aller de l'autre bout de la ville ou aller à Lille-Centre. Alors on dit c'est pas loin, c'est en métro. Comme ça on fera passer la mobilité comme un problème psychologique chez les personnels. Par exemple, c'est ça, celui qui déprime un peu, on va lui expliquer que c'est lui qui est malade et qu'il faudra donc qu'il prenne bien ses cachets gentiment pour arrêter d'être malade et que ça ira mieux après. Rappelons que le coût du métro, effectivement, 15 minutes de métro, c'est pas le bout du monde, mais quand on s'est déjà payé 30 minutes de bagnole parce qu'on est obligé de vivre à la campagne parce que les loyers à Lille ont explosé, etc., ça finit par faire beaucoup, effectivement, et ça aussi, en termes de conditions de vie et de travail, c'est pas la joie. Et quant à simplement les conditions, les temps de travail, les primes pour les travailleurs, etc., on ne sait absolument pas, on n'a aucune info. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, tout s'est fait sur l'alignement sur l'université de Lille 2, puisque c'était elle qui ne voulait pas fusionner il y a quelques années. Donc on a dit allez viens avec nous, mais rassure-toi, pour toi rien ne changera. Donc pour l'instant la fusion elle se fait sur le mode Lille 2, et Lille 2 malheureusement des 3 universités c'est celle qui a la politique la moins favorable auprès des travailleurs des universités, en particulier les 35 heures n'ont jamais été appliquées à Lille 2. Et des étudiants aussi, hein. Ça va avec, hein. D'accord, ça va ensemble aussi, hein. Voilà, donc là on n'a pas d'infos, mais on aimerait bien avoir quelques engagements. Il y a absolument aucun engagement. Manifestement, l'homogénéisation des conditions de travail, des primes, etc., se fera par le bas, même si on dit non, c'est par le haut, mais il n'y a aucun engagement signé, rien du tout. On va peut-être faire une pause musicale avec comment ça s'appelle déjà ? Tout doit disparaître de Casse-Pipe, et puis après on embrayera sur le rendez-vous du 16 octobre, donc on en parlera un petit peu après. Voilà. Okay. Reste-t-il quelque chose de nous sur terre? Or, la vie, les soi-disant grands esprits considèrent que tout s'évanouit. Même si tu t'es retiré des affaires,
très bien qu'on fuit. Souvenir, tu resteras dans ma chair, bien à l'abri. Est-ce que t'entends de là-haut quand je pense à toi? Quand je parle tout haut comme si t'étais à côté de moi? T'as vraiment que toi pour me faire un coup comme ça, partir sans dire au revoir ni adieu va. Mais tout doit disparaître, le sang, les larmes et le parfum des airs. Tout doit disparaître un jour même, le sel des mots qui fardent les chansons d'amour. Restera-t-il toujours quelques mystères? Ah, la vie, les soi-disant grands esprits considèrent que tout est fini. C'est drôle de voir la terre devenir désert, alors que le ciel, lui, se peuple d'amis. C'est peut-être ça qui fait qu'un beau jour on se dit on part aussi, car tout doit disparaître, le sang, les larmes et le parfum des êtres. Tout doit disparaître un jour même, le sel des mots qui fardent les chansons d'amour. Oui, tout doit disparaître, le sang, les larmes et le parfum des airs. Tout doit disparaître un jour même, le sel des mots qui fardent les chansons d'amour. Tout doit disparaître. Doit disparaître. Oui, alors oui, en fait c'était Tout doit disparaître, et nous on voudrait vous parler un petit peu de la mobilisation au niveau national du 16 octobre. En fait il y a une mobilisation demain, parce que là on est jeudi, mobilisation pour défendre un enseignement supérieur public contre l'austérité au niveau national, et localement on fait une manifestation à vendredi 16 octobre à 18h30 à Grand Place pour manifester contre le deuil de l'enseignement supérieur public. D'ailleurs, il faut venir en tenue de deuil parce que c'est un enterrement. Enfin, c'est un enterrement joyeux, mais c'est quand même un enterrement. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Yvain pour en parler un peu plus de mobilisation au niveau national. Oui, parce que cet appel du 16 octobre procède d'un appel plus large au niveau national, notamment par les organisations syndicales d'étudiants, de personnel aussi, mais aussi par Sciences en Marche, qui est un collectif de précaires de l'université qui s'est monté l'an dernier. Si je dis pas de bêtises, c'est l'an dernier. Okay. Bon, c'est pas tous des précaires. Non, c'est pas tous des précaires. Enfin, ça tend à se précariser de manière plus générale, comme l'université. Donc voilà, c'est un peu dans la continuité de la journée qui a eu lieu la semaine dernière
du 8 octobre, mais plus spécifiquement sur l'enseignement supérieur qui a ses problématiques spécifiques. Donc par rapport à ça, on a essayé de le décliner localement à Lille de manière unitaire avec les organisations syndicales d'étudiants, de travailleurs et aussi certaines organisations de jeunesse plus politiques. Voilà. Et du coup, donc c'est à 18h30 Grand Place. Ce qu'il faut savoir pour l'appel national, c'est que c'est un appel qui est axé à la fois sur les questions d'emploi dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. C'est parce que voilà, aussi au CNRS, dans les laboratoires, etc. Emploi à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les personnels administratifs, techniques, etc. Sur les conditions de travail et aussi sur la réussite des étudiants, qui sont des thématiques qui sont éminemment liées. Je pense que le fait de nous écouter en parler ensemble dans cette émission le démontre assez bien. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute de Derrière la vitrine. Et donc voilà, donc 18h30 demain, Grand Place. On essaye de diffuser le plus largement possible l'appel et l'idée de cet enterrement, c'était de dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous demander de nous soumettre à un enterrement progressif, mais programmé de l'enseignement supérieur public, ouvert à tous, émancipateur tel qu'on le rêvait, ou tel qu'il a été rêvé peut-être à certains moments de son histoire. Et voilà, on nous demande en silence de se soumettre à ce destin morbide des valeurs et des missions de service public de notre université. On a le sens d'oublier nos idéaux d'avant 81, quoi. Dirait Ferrat. Un petit mot de la part des personnels? Non. Bon, bah Maël, tu peux peut-être parler, Non, mais sur les constats, on est globalement d'accord. Hein. Notamment, je pense que c'est important de revenir sur... je sais pas si ça a été évoqué la semaine dernière, j'étais pas là malheureusement, sur la question un peu du modèle universitaire qui est en train de s'imposer un peu subrepticement de manière un peu insidieuse. Cette année, plus que l'année dernière, plus que l'année d'avant, je pense qu'on a sur nos universités, dans nos permanences syndicales, on a beaucoup vu d'étudiants qui venaient nous voir en nous disant voilà, moi on m'a toujours dit que l'université c'était ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pas l'inscription. Alors, j'ai pas l'inscription dans la filière de mon choix. Et donc, très concrètement, dans toute une série de filières, je pense à STAPS, je pense à médecine un petit peu, je pense à psychologie, je pense à anglais sur ligne 3 par exemple, etc., biologie. On est en train de casser le modèle universitaire français, tout simplement via le système qui s'appelle admission post-bac, APB pour les intimes, qui sélectionne un petit peu socialement et beaucoup socialement, puisque de fait, pour le comprendre, il faut avoir quand même un bagage culturel, notamment sur les formations, qui est plutôt important. Et moi, mon inquiétude, et ça se voit aussi dans le discours de certains enseignants, de certains présidents d'université, qui nous disent, quitte à sélectionner, autant arrêter avec le tirage au sort, autant arrêter avec le premier arrivé, premier servi, autant faire de la vraie sélection sur dossier, sur concours, sur entretien, etc. Et donc là aujourd'hui c'est quelque chose qui est un véritable danger. On le voit aujourd'hui au quotidien, notamment dès septembre sur nos universités, le modèle universitaire un petit peu universaliste, enfin pas universaliste puisque je le rappelle, la sélection à l'université elle existe, ça s'appelle le bac. Et donc on est en train de remettre de la sélection à l'entrée des facs. Et donc aujourd'hui effectivement je pense que on demande un peu de faire le deuil du modèle universitaire tel que nos parents peut-être l'ont connu, ou peut-être nos aînés l'ont connu. Et je pense que dans le deuil il y a plusieurs phases, et notamment il y a une phase de déni. Je pense que c'est la phase dans laquelle on doit être maintenant. À souligner que comme on le rappelait tout à l'heure, en 86 il y a eu un énorme mouvement étudiant qui a été aussi rejoint par les salariés contre une loi de Vaquet, du nom du ministre de l'époque, du gouvernement Chirac, qui prévoyait déjà en 86 la sélection à l'entrée de l'université, une hausse des frais d'inscription, etc. L3 aussi. Et en L3. Et donc on est vraiment on était vraiment dans une répétition d'une certaine forme de ce qui a pu se passer en 86. Espérons que la mobilisation, en tout cas on va essayer d'y contribuer, prenne. Et du coup, comme le disait Maël, on peut réécouter cette émission en podcast, écouter ou réécouter cette émission en podcast sur campuslille.fr
et Yvain me glisse sur YouTube aussi. Et c'est disponible à partir de demain, à partir de vendredi. Voilà. Super, merci à tous, salut. Salut à tous. Au revoir. Les plus sceptiques, maraboutelés, les plus réfractaires, contaminés. Fais le forcing, sors la tiraille, sort les munitions, l'artillerie braquée.